Merci beaucoup. La citation du titre de cet exposé, comme chacun l'aura reconnu, est tirée de La Tempête, plus précisément de la scène finale, lorsque Prospero, ayant accompli sa tâche de réconciliation, reconnaît son lien avec son esclave Caliban. Et il dit ceci: cette chose des ténèbres, la traduction, j'utilise celle de Desprats, mais ici j'ai un peu modifié pour accentuer le côté peut-être encore plus vil de Caliban. Desprats utilise créature. Je la reconnais mienne. Et cela a prêté à de nombreuses interprétations. Je dois avouer que La Tempête est une œuvre de Shakespeare qui m'a toujours fasciné. Et même du temps où, comme mon collègue Christophe l'a rappelé, j'étais américaniste, j'étais déjà intéressé par La Tempête. C'était l'époque, en 86, lorsque j'ai défendu ma thèse, il fallait encore soumettre une thèse annexe, et cette thèse annexe était consacrée à La Tempête. Et depuis que j'ai repris les enseignements du théâtre de Shakespeare à l'ULB, je me consacre bien entendu fortement à La Tempête. La Tempête est assurément une pièce complexe, protéiforme, tant par ses thèmes que son esthétique, et elle défie toute interprétation définitive. En tant que critique de littérature postcoloniale, je ne peux m'empêcher de penser que la relation entre Prospero et Caliban est en résonance avec des préoccupations typiques de notre époque postcoloniale, plus particulièrement en ce qui concerne la représentation de l'altérité. Sous certains aspects, il s'agit d'une œuvre prophétique, et c'est ce que je vais tenter de vous montrer aujourd'hui. En combinant des théories contemporaines sur le postcolonialisme et l'interculturalité, et également des recherches récentes sur la notion de race à l'époque shakespearienne, il devient clair que La Tempête peut nous interpeller en ce début de XXIe siècle. Je me concentrerai sur La Tempête, mais je parlerai également, si j'en ai le temps, d'Othello et du Marchand de Venise, qui sont des pièces qui ont, on oublie parfois, un lien. Ces trois pièces sont fortement liées. Dans ces trois pièces, le texte shakespearien révèle comment le sort tragique des personnages est lié à leurs différences ethniques et culturelles, quelle que soit la façon dont on décide de décoder ces différences. Il convient d'emblée d'admettre que les interprétations coloniales ou postcoloniales de La Tempête sont très controversées. Il est cependant indéniable que la ressemblance entre Prospero et le colonisateur européen, d'une part, et celle qui existe entre Caliban et le sujet colonisé, amérindien en particulier, a frappé de très nombreux auteurs du monde postcolonial. Et je parle d'auteurs, non de critiques. D'ailleurs, également, il y a des réécritures de la Tempête en Europe. John Fowles, dans The Magus, nous offre une réécriture européenne de La Tempête. Mais ces réécritures sont particulièrement répandues dans le monde postcolonial anglophone et même francophone. Ces auteurs ont répondu à ce qu'ils croyaient être le message de Shakespeare. Les avatars de La Tempête dans l'univers littéraire postcolonial ont fait l'objet d'études magistrales d'Enamas Jelinek, de Chantal Zabus, et je ne me concentrerai pas sur cet aspect aujourd'hui. Je citerai simplement un seul auteur de ces réécritures, quelqu'un qui m'interpelle particulièrement, étant donné mon intérêt pour la littérature australienne. David Malouf, le romancier australien, a écrit une seule pièce qui est une réécriture de La Tempête, Blood Relations, et c'est une pièce qui revisite La Tempête dans le contexte des oppositions raciales entre aborigènes australiens et colonisateurs blancs en Australie. Le titre même de cette réécriture, Blood Relations, accentue la notion du lien de sang et est évocateur des tensions ethniques et de la représentation de l'altérité dont il sera question dans mon exposé. Alors, en dépit du ressenti de ces auteurs postcoloniaux à la lecture de La Tempête, il est indéniable qu'une interprétation postcoloniale ou coloniale de cette pièce au sens littéral reste peu crédible. Tout d'abord, Prospero n'est pas un colon.
ayant quitté volontairement l'Europe pour exploiter de nouveaux horizons. Il a été déposé de son trône par son frère et envoyé en exil sur l'île où nous le découvrons dans la seconde scène. Et il n'est pas certain non plus que Caliban ait été conçu comme l'équivalent d'un Amérindien. Ne perdons pas de vue que sa mère, la sorcière Sycorax, venait d'Alger, du monde méditerranéen. Je reviendrai sur ce point. Comme David Malouf l'a suggéré, aucune perspective particulière ne semble dominer dans la tempête. Cependant, je pense qu'il est souhaitable, tout en tenant compte du contexte historique d'une pièce datant de 1611, d'accepter une lecture stratégiquement anachronique, pour reprendre les mots de Kim Hall, et ce, afin d'éclairer la pertinence que cette œuvre peut encore avoir au XXIe siècle. Ma lecture sera donc entrée dans la position d'un critique appartenant à une ère postcoloniale, sans toutefois s'y réduire. Il n'est certes plus possible, après l'Holocauste, de percevoir le marchand de Venise comme l'aurait fait un élisabétain, et je crois que nous devons accepter que nous ne pouvons comprendre que Shakespeare que du point de vue du XXIe siècle. Toutefois, comme Anya Lumba le suggère, une approche de type néo-historiciste permet à la fois de mesurer ce qu'elle appelle le delicious traffic, les échanges exquis, ça pourrait être une traduction, des relations interculturelles au début du XVIIe siècle, et de constater comment la tempête évoque parfois davantage notre vision du XXIe siècle que celle du XIXe ou du XXe siècle, époque où le concept de race était particulièrement axé sur la couleur de peau. De plus, l'usage de certaines théories postcoloniales, comme celle de ce qu'on appelle l'entre-deux culturel, développé par Homi Bhabha, même si elles ne sont pas d'emblée en prise avec l'histoire, permettent de jeter un regard plus précis sur la dynamique de la représentation de l'altérité chez Shakespeare. En outre, il faut certainement garder à l'esprit que les théories postcoloniales ne forment pas une entité homogène. Le sens de post dans postcolonialisme, par exemple, est de moins en moins compris comme dans un sens purement chronologique, mais plutôt comme un signe de résistance aux formes de colonialisme. Les études postcoloniales ont évolué depuis les années 60 et ont été infléchies de nombreuses façons par les pratiques régionales et individuelles. Pour ne citer qu'un exemple, la vision d'Edward Said, dans son fameux livre Orientalisme, a été critiquée pour son accent trop rigide sur le mode des oppositions binaires. Le théoricien de la génération suivante, Homi Bhabha, a tenté de dépasser ce binarisme par son concept de troisième espace, de l'entre-deux, soulignant ainsi les rapports entre colonisateurs et colonisés. Depuis une dizaine d'années, les théories postcoloniales ont bénéficié de l'apport des études sur le transnational et le transculturel, offrant ainsi une vision moins polaire, plus rhizomatique de la relation entre l'Europe et ses autres. Dans cette perspective, la tempête peut être comprise comme un texte qui préfigure nos préoccupations, voire anxiétés, postcoloniale et transculturelle. Je commencerai par un bref résumé de l'intrigue. Sur le chemin du retour de la cérémonie de mariage entre la fille du roi de Naples, Claribel, et le roi de Tunis, le navire transportant Alonso, le roi de Naples, son fils Ferdinand, son frère Sébastien ainsi qu'Antonio, le duc usurpateur de Milan, fait naufrage lors d'une tempête. Dans la seconde scène de la pièce, nous apprenons que cette tempête a été orchestrée par la magie de Prospero, le duc déchu de Milan, avec l'aide de son serviteur Ariel, l'esprit des airs. Prospero explique les circonstances de son exil sur cette île déserte à sa fille Miranda. Détrôné par son frère Antonio, à qui il avait confié le pouvoir pour se consacrer au plaisir intellectuel, il fut sauvé de la mort par Gonzalo, qui, au lieu de le faire exécuter, le mit, lui et sa fille, sur une barque qu'il livra au gré des flots, et c'est ainsi que Prospero gagne son île. Le naufrage magique au cours duquel personne ne perd la vie fait partie du dessein de la vengeance de Prospero, qui espère retrouver son trône. Nous découvrons Caliban, une sorte de monstre à qui Prospero a ravi son île. Caliban en vient à comploter avec Trinculo et Stefano, deux marins bouffons qui ont échappé au naufrage, pour renverser son maître, Prospero. À peine rescapés du naufrage sur l'île déserte, Sébastien et Antonio, de leur côté, envisagent de tuer le roi de Naples pour usurper son trône. Des thèmes bien shakespeariens. Le thème de l'usurpation du pouvoir est décliné sous diverses formes dans cette pièce. Prospero utilise les talents d'Ariel
pour se venger de ses ennemis. Ariel apparaît dans une scène cruciale, déguisé en harpie, afin de terrifier Alonso et ses acolytes et les inciter au repentir. D'autre part, Prospero met tout en œuvre pour assurer le mariage de sa fille Miranda avec Ferdinand. Leurs épousailles sont symboliquement célébrées dans la scène dite du masque, où les divinités telles que Junon, Iris et Cérès garantissent la fertilité de leur couple. Après avoir déjoué le complot de Caliban, Prospero renonce à sa vengeance en faveur d'une réconciliation. Il abjure également son pouvoir magique. L'harmonie totale n'est cependant pas rétablie. Antonio et Sébastien ne sont pardonnés qu'avec réticence une note de discorde qui n'est pas sans rappeler le sort de Malvolio dans La Nuit des Rois. Le destin de Caliban reste incertain. Les différentes sources qui ont inspiré la tempête expliquent la possibilité d'une lecture colonialiste, impliquant la représentation de l'altérité, tout en soulignant, paradoxalement, les limites de cette interprétation. Comme l'éditeur de la version du New Cambridge Shakespeare, David Lilly, nous le rappelle, les sources sont multiples. Celle qui permet une lecture coloniale dans la perspective du Nouveau Monde est le récit du naufrage du Sea Venture en 1609 au large des Bermudes. Les naufragés parvinrent à échapper à la mort et gagnèrent la Virginie en 1610. Si l'on suit cette source, il est possible, en effet, d'interpréter Caliban comme l'autre amérindien. D'autres sources littéraires sont cependant aussi, sinon plus, importantes. Il faut d'abord citer l'allusion à l'Énéide de Virgile, lorsque les naufragés font référence à Didon, qui est comparé à Claribel, la fille du roi de Naples, au début de l'acte 2. Cette allusion s'inscrit dans la dimension expansionniste, colonialiste déjà inhérente à l'Énéide, comme nous le rappelle Lindley. Cette allusion à Didon nous rappelle également les deux conceptions populaires du personnage, celle d'une femme chaste et celle d'une femme fortement érotisée, séduite par Énée. D'où l'insistance de Prospero sur l'obligation de chasteté pour Miranda et Ferdinand jusqu'à l'heure de leur mariage. La tempête doit également beaucoup à la forme narrative de la romance qui se développa en langue anglaise à partir du XIVe siècle. Au XIXe siècle, c'est d'ailleurs le terme romance que le critique Edward Dowden décidait d'utiliser pour désigner les dernières pièces de Shakespeare. Cet aspect de romance n'est pas sans rappeler le genre pastoral que Virgile avait déjà pratiqué dans ses éclogues. Ces visions d'Arcadie, les critiques l'ont souligné, impliquent en elles-mêmes un exil, ce qui n'est pas sans rappeler la situation de Prospero. La figure de la harpie, en laquelle Ariel se transforme, trouve sa source également chez les mêmes auteurs, chez Virgile et chez Ovide. La vision de l'âge d'or, ainsi que le masque orchestré par Prospero, font indéniablement penser aux métamorphoses d'Ovide, et il y a une allusion à l'âge d'or dans la scène, dans l'acte 2 de la tempête. Le célèbre monologue dans lequel Prospero renonce à sa magie évoque la tirade analogue de Médée dans la même œuvre d'Ovide, les métamorphoses. On peut d'ailleurs argumenter que la thématique de la tempête est fortement liée à la notion de transformation, ne fût-ce que par la magie de Prospero. Enfin, encore une autre source, l'essai de Montaigne sur les cannibales a influencé la genèse de la tempête, et Stephen Ogle nous le rapporte. L'essai de Montaigne conditionne notre perception de l'altérité de Caliban. Montaigne insiste en effet sur la liberté sexuelle de ces cannibales. Le nom de Caliban est d'ailleurs apparenté aux indigènes des Caraïbes qui étaient cannibales. Tout comme eux, il ne comprend pas que Prospero puisse lui reprocher d'avoir voulu violer Miranda. Stephen Ogle souligne que dans l'innocence de Caliban, Prospero pourrait voir l'authenticité perdue de la civilisation européenne. Certains critiques désapprouvent cette interprétation. Stephen Greenblatt estime qu'il est impossible de voir en Caliban un bon sauvage puisqu'il ourdit le meurtre de Prospero. Stephen Ogle va même plus loin en comparant Caliban à l'homme sauvage européen du Moyen-Âge qui, par conséquent, est éducable. On le voit, les critiques aussi ont une vision positive et négative de Caliban. Malgré ces palimpsestes historiques et littéraires fort divergents, Paul Brown, dans un article très controversé, offre une lecture de la tempête comme l'apologie du colonialisme.
et Prospero en est la figure de proue. Brown signale la ressemblance entre l'île de Prospero et l'Irlande, dont la colonisation avait déjà commencé à cette époque. Selon Brown, Prospero, en tant que symbole de la puissance coloniale, doit démoniser l'autre, salir Caliban. Caliban, dans ce cas, afin de justifier son entreprise civilisatrice, tout en faisant de Caliban une chose des ténèbres. Brown va jusqu'à interpréter le passage de la pièce le plus révélateur de la sensibilité de Caliban, l'île est pleine de bruit, j'y reviendrai, comme l'apothéose du colonialisme. En effet, selon lui, Caliban ne peut évoquer un univers pastoral que grâce à la connaissance de la langue du colonisateur que lui a enseigné Miranda. Ceci euphémise, en quelque sorte, l'impact négatif du colonialisme. À mon avis, la lecture postcoloniale, post-structuraliste plutôt de Paul Brown doit être nuancée par l'approche plus historicisante d'Anya Lumba. Cette dernière suggère que l'expansionnisme de l'époque n'était guère comparable à celui de l'Empire britannique du XIXe siècle. La situation du début du XVIIe siècle était beaucoup plus sporadique et ambiguë. Si l'Europe commençait à conquérir le Nouveau Monde, il faut se rappeler que l'Europe était également attaquée par les ambitions colonialistes de l'Empire ottoman. Et puis, il faut distinguer le contexte britannique du contexte espagnol. Les Espagnols étaient bien en avance sur les Anglais du point de vue de cette colonisation. Tout en gardant à l'esprit le contexte historique, comment est-il donc possible de percevoir Caliban comme un indigène nord-américain? Et surtout, comment la pièce semble-t-elle décrire son altérité? Afin de déterminer ceci, les théories de l'entre-deux de Homi Bhabha pourront nous être utiles. D'autre part, selon les travaux récents sur la notion de race, qui sont résumés par Jonathan Harris, la notion de couleur de peau était moins centrale pour Shakespeare que pour nous. La notion de généalogie, de rang social et de religion était prépondérante, restait prépondérante pour les Élisabéthains. Quelle est donc la couleur, le rang social et la race, entre guillemets, de Caliban? Sa couleur est incertaine, tandis que sa race est vile. C'est ce que nous dit Miranda. De plus, sa forme monstrueuse est mise en avant par Shakespeare. Il suffit de se souvenir de la scène dans laquelle Caliban méprend Trinculo et Stefano, les deux marins ivres, pour des créatures célestes. Caliban est décrit dans cette scène comme le croisement entre un homme et un animal. Trinculo s'exclame, et je cite, « Qu'avons-nous là? Un homme ou un poisson? Mort ou vif? Un poisson, il sent le poisson, une odeur déjà rance, oui, de poisson, une espèce de merluche, et pas des pulls fraîches. L'étrange poisson. » C'est donc une vision franchement abjecte de Caliban que nous offre cette rencontre. Le projet de Trinculo est d'exploiter cette créature une fois de retour en Europe, et cela évoque évidemment le traitement colonial qui a été fait des Amérindiens, monnayables pour leur exotisme. Je cite encore, « Si j'étais en Angleterre, et j'y suis allé autrefois, rien qu'avec une peinture de ce poisson, pas un badaud du dimanche qui ne donnerait sa pièce d'argent. Là-bas, ce monstre enrichirait son homme, n'importe quelle bête étrange là-bas vous enrichit son homme. » Trinculo identifie ensuite ce poisson comme un insulaire dont il partage le manteau pour se protéger du tonnerre, une scène aux allusions sexuelles évidentes. Trinculo et Stefano font ensuite boire Caliban, qui les considère dès lors comme des dieux potentiels. Comparant Stefano à l'homme de la lune, il l'implore. « Je t'ai vu dans la lune et je t'adore. Je t'en prie, sois mon Dieu. » Caliban nous apparaît dès lors comme un monstre débile, selon les dires de Trinculo, ce qui suggère une vision négative de l'autre amérindien. De plus, le besoin que ressent Caliban d'adorer tout homme blanc, fût-il vil, semble rendre légitime le discours colonialiste, tant la naïveté de l'indigène est manifeste. Cet épisode montre en outre le côté répétitif de la colonisation, tout comme il s'est d'abord accordé avec Prospero, lors de leur première rencontre, Caliban jure allégeance à Trinculo et Stefano. Situé dans un entre-deux culturel, situé entre les valeurs de Prospero et celles de sa mère, Sycorax,
Caliban ne parvient pas à distinguer clairement les rouages de la civilisation européenne et ne parvient pas à décorer correctement la personnalité des deux ivrognes. La première apparition sur scène de Caliban révélait déjà un portrait tout aussi ambigu de la relation entre Prospero, symbole de la civilisation européenne, et son autre. Prospero le convoque de façon autoritaire. « Toi, venimeux esclave, que le diable lui-même engendra en besognant ta pernicieuse mère, viens ici !» Si l'on admet que Caliban est un sujet colonial, il est manifestement diabolisé. Cependant, il affirme son droit de possession de l'île, tout en indiquant une première phase harmonieuse de sa relation avec Prospero, ce qui n'est pas sans invoquer le processus historique de la colonisation. « Cette île est à moi, par Sycorax, ma mère, et tu me l'as prise. Quand tu es arrivé ici, tu me caressais, et tu faisais grand cas de moi. Tu me donnais de l'eau avec des fruits dedans, et m'enseignais à nommer la grande lumière et la petite, qui brûle le jour et la nuit. Et alors je t'aimais, et te montrais toutes les richesses de l'île. Source d'eau douce, puits salé, lieu aride et fertile. » Ces répliques témoignent de la générosité de Caliban, qualité que Prospero lui dénie pourtant. Prospero justifie sa domination quasi coloniale de Caliban en faisant allusion au viol que Caliban envisageait de perpétrer sur sa fille Miranda. « Je t'ai traité, immondice que tu es, avec humanité, et j'ai été logé dans ma propre cellule jusqu'au jour où tu as vu violer l'honneur de mon enfant. » Alors, nous avons ici une allusion potentielle à une hybridité coloniale, mais ces mots semblent justifier pleinement la décision de Prospero de contrôler la violence de Caliban. Caliban réplique « Oh, si seulement j'avais réussi, tu m'en as empêché, sinon j'aurais peuplé l'île de Caliban. » Et c'est un peu ce qui fait le conflit de pouvoir dans la tempête, c'est la tentative de récupérer la domination de l'île par Caliban. Comme Stephen Orgel le suggère, si l'on en croit l'affirmation de Montaigne que les indigènes pratiquaient la liberté sexuelle, il est normal que Caliban ne comprenne pas pourquoi cette tentative de viol lui soit reprochée. Le thème évoqué ensuite, celui du langage, dans une réplique, et là il faut bien penser au texte, dans une réplique tantôt attribuée à Prospero, tantôt à Miranda, dans l'édition anglaise Cambridge Shakespeare, elle est attribuée à Miranda, ce qui, à mon sens, est un bon choix. Dans sa traduction, Desprat a choisi de l'attribuer à Prospero. Il y a une certaine instabilité de ce côté-là. Cette réplique de Miranda possède également des consonances coloniales. J'ai eu pitié de toi, j'ai pris la peine de t'apprendre à parler. À toute heure, je t'enseignais une chose ou l'autre. Quand toi-même, sauvage, tu ne connaissais pas ta propre pensée, mais jacassais comme une bête brute, j'ai donné à tes désirs des mots qui les firent connaître. Ce passage dépeint Caliban très clairement comme un être malfaisant, un équivalent de l'homme sauvage de l'imagination européenne médiévale, comme le dit Greenblatt. Dès lors, Prospero se transforme manifestement en symbole de la civilisation. Caliban lui-même souligne l'entre-deux culturel dans lequel il se trouve. Ayant appris le langage du colonisateur, il reste cependant marginalisé, il reste un autre. Vous m'avez enseigné le langage et le profit que j'en tire est que je sais maudire. Que la peste rouge vous emporte pour m'avoir appris votre langue. Le début de cette même scène souligne toutefois la dépendance ironique qui existe entre colonisés et colonisateurs. En effet, Prospero s'en plaint amèrement, mais tel qu'il est, nous ne pouvons pas nous passer de lui. Il fait notre feu, rentre notre bois et nous rend les services qui nous sont utiles. Donc la dynamique du colonialisme est présente. L'entrevue entre Prospero et Ariel complique encore davantage le portrait de Caliban, surtout en ce qui concerne ses origines ethniques. Comme Prospero le rappelle à Ariel, ce dernier fut emprisonné par la mère de Caliban, la sorcière Sycorax. Cette damnée sorcière, Sycorax, pour ses nombreux méfaits et pour des maléfices trop terribles pour pénétrer une oreille humaine, fut bannie d'Alger, tu le sais. Ce passage contredit totalement les interprétations de Caliban en tant que figure de l'altérité amérindienne. Par sa mère, il est lié au monde méditerranéen, de surcroît au monde
More, ce qui établit un lien manifeste entre La Tempête et Othello. Les critiques l'ont souligné. Certains critiques anti-postcoloniaux, il y en a un certain nombre, vont même jusqu'à suggérer qu'Ariel est l'équivalent de l'indigène et que lorsque Prospero libère, en fin de la pièce, libère Ariel, Prospero renonce à toute forme de colonialisme. Donc, c'est vraiment tout à fait l'inverse d'une interprétation colonialiste ou postcoloniale. Quoi qu'il en soit, l'association de Caliban à la magie noire de Sycorax en fait une figure diabolique, en contraste avec la magie bienveillante de Prospero. Il existe toutefois d'autres passages dans la pièce qui mettent l'accent sur les aspects positifs de l'altérité de Caliban. Lorsqu'il se met à adorer Trinculo, Caliban promet de lui faire découvrir les merveilles de l'île, même s'il a appris à parler grâce à Prospero et ou Miranda, Greenblatt le souligne, le langage de Caliban possède sa propre altérité ou opacité. Greenblatt en veut pour preuve le fait que nous ne sachions pas exactement ce que signifie scammels, qui est traduit par mouette par Debra. Il a dû faire un choix, bien entendu. Dans sa description de l'île, Caliban parle de façon très éloquente de sa relation d'intimité profonde avec l'univers qui l'entoure. Je te prie, laisse-moi te conduire où frais les crabes. C'est adressé aux deux ivrognes, bien entendu. Et mes ongles longs, je te déterrerai des truffes. Je te montrerai un nid de geais. T'apprendrai à piéger l'algile marmousset. Je t'amènerai où il y a des grappes de noisettes. Et parfois, j'irai dénicher de jeunes mouettes dans les rochers. Ce passage évoque une dimension écologique, qui a d'ailleurs été analysée par certains critiques. Dans toute l'œuvre de Shakespeare, il y a des échos écologiques. Le Green Shakespeare de Gabriel Egan est un exemple. Et les études postcoloniales, d'ailleurs, ont englobé cet aspect écocritique ces dernières années. Pour un critique postcolonial tourné vers l'écologie, ce passage possède des résonances particulières, si l'on admet que Caliban fonctionne comme l'équivalent d'un indigène. Comme l'éco-critique postcoloniale l'a fait observer, les peuples indigènes sont les premiers écologistes. Ils ont une relation tout à fait particulière à leur environnement. Il n'y a pas de différence, dans le fond, entre la nature et la culture chez les peuples aborigènes. Ils sont en symbiose avec la nature et les ancêtres sont encore vivants dans les arbres, dans les plantes et dans les animaux. Pas de différence donc pour les indigènes entre animaux, plantes et l'espèce humaine. Certes, les paroles de Caliban sont moins spécifiquement reliées à une métaphysique non-européenne ou aborigène, mais elles témoignent toutefois d'une harmonie avec l'espace typiquement indigène et que ne possède pas Prospero. Cette intimité avec l'espace est répétée dans un des passages les plus poétiques de la pièce, qui affirme clairement la capacité de Caliban à ressentir des émotions. Et mon interprétation diffère de Paul Brown. Je trouve que c'est effectivement un des passages les plus poétiques, aussi poétique d'ailleurs que les tirades de Prospero. N'aie pas peur, l'île est pleine de bruit, de sons, de doux airs qui donnent du plaisir et ne font pas de mal. Quelquefois, 1000 instruments vibrants bourdonnent à mes oreilles. Et quelquefois, des voix qui, si je me réveille après un long sommeil, me font à nouveau dormir. Et alors, dans mes rêves, je crois voir les nuages s'ouvrir et dévoiler des richesses prêtes à tomber sur moi, si bien qu'en m'éveillant, je pleure du désir de rêver encore. L'image que ce passage projette de Caliban est complexe. Caliban, grâce à son entre-deux culturel, la conjonction de son altérité et la connaissance qu'il a du langage européen, parvient à exprimer le lien profond qui l'unit à l'île. De plus, comme Gisèle Venet le suggère dans la traduction française, l'image du rêve qu'il évoque possède des consonances baroques et cette allusion chez Caliban le rapproche étrangement de Prospero qui développe la même thématique à la fin de la pièce. Souvenez-vous de la célèbre phrase « Nous sommes de l'étoffe dont les rêves sont faits ». Signe très caractéristique de la complexité de la relation entre colonisateur et colonisé qui est loin d'être simplement celle d'une opposition binaire.
Le passage suggère également la souffrance dans laquelle se trouve Caliban, après avoir perdu son royaume à cause de Prospero. Une image de l'altérité positive, donc, mais que Shakespeare met immédiatement en contraste avec une note plus négative. La scène se termine sur la décision de Caliban de mener à bien le complot contre Prospero avec l'aide de Trinculo et Stefano. Il nous reste à examiner ce qu'il advient de Caliban lorsque ses plans sont déjoués. Qu'implique la célèbre phrase « cette créature ou cette chose des ténèbres, je la reconnais mienne ». Faut-il y voir, comme certains critiques le suggèrent, un simple constat littéral, ou bien peut-on adopter une lecture plus psychanalysante, comme le fait Meredith Anscura, et suggérer que Prospero finit par accepter son propre côté infantile, désordonné, immodéré, symbolisé par Caliban, pour atteindre une certaine maturité. J'abonderai davantage dans le sens de critiques comme Paul Brown ou Stephen Greenblatt, qui voient dans cette réplique la reconnaissance de la part de responsabilité morale prise par Prospero dans la servitude de Caliban, une allusion aux difficultés inhérentes au processus colonial. Toutefois, le sort final de Caliban reste incertain, surtout que Prospero réitère une image très négative de son esclave lorsqu'il le décrit comme une crapule contrefaite. Sera-t-il pardonné? Retrouvera-t-il son île? On peut le penser, puisque Prospero va quitter l'île. Il semblerait que Caliban puisse à nouveau en jouir. C'est ce que Thomas Hadès, le compositeur, suggère dans son opéra éponyme, lorsqu'après le départ de Prospero, Caliban se retrouve seul dans une île qui ressemble fortement à un théâtre. Mais le texte original reste ambigu. Prospero continue à adopter à son égard une attitude colonialiste. « Dans ma cellule, canaille, si vous désirez obtenir mon pardon, arrangez tout impeccablement. » Prospero semble donc lui enjoindre de devenir le servant docile qu'était Ariel. Caliban y consent et reconnaît s'être trompé. Quel âne 3 fois double j'étais de prendre cet ivrogne pour un dieu et de vénérer ce débile imbécile. Dans cette dernière réplique, qui justifie la domination de Prospero, Caliban devient lui-même très conscient de la fragilité dans laquelle il se trouve confiné par son entre-deux culturel. Il ne pourra jamais complètement décoder la puissance colonisante de façon adéquate. Il serait donc faux de considérer que Shakespeare se fait l'apôtre du bon sauvage dans La Tempête. Il partageait probablement les préjugés de son époque sur les Amérindiens, ceux exprimés par Trinculo et dans la scène évoquée plus haut. Cependant, le texte dramatique semble moduler toute vision complètement négative de l'indigène, tout comme d'ailleurs toute conception totalement positive de l'expansion colonialiste. Comme Kiernan Ryan le suggère dans sa brillante analyse de cette œuvre, Shakespeare nous fait comprendre, à travers les méandres parfois contradictoires de la pièce, à quel prix la réconciliation finale est atteinte. En fin de compte, tout lecteur ou spectateur gardera à l'esprit les deux facettes de l'altérité de Caliban, présentée dans l'œuvre, celle d'une crapule contrefaite, comme me dit Prospero, être maléfique, cependant capable d'exprimer son lien profond avec l'île en des termes d'une poésie intense. De plus, la représentation de l'altérité dans La Tempête doit se concevoir comme un seul des multiples aspects de l'œuvre, qui en comporte bien d'autres. La Tempête est aussi une pièce qui traite des thèmes récurrents dans l'œuvre de Shakespeare. La vision de l'altérité dans La Tempête gagne à être comprise en résonance avec ses motifs. La magie est certainement au cœur des préoccupations de Shakespeare, le contraste entre la magie de Sycorax et celle bienveillante de Prospero. Le thème du bon usage du pouvoir est également central. Prospero est un intellectuel qui renonce au pouvoir parce qu'il préfère se consacrer à des poursuites intellectuelles. Les thèmes de la vengeance, du pardon, du contraste entre illusion et réalité sont tout aussi importants. Il est un autre thème qui fait encore davantage ressortir la problématique de l'altérité dans La Tempête, le questionnement de nos modes traditionnels de perception. Et je crois que c'est un thème extrêmement important dans cette pièce, ancré dans la rationalité du langage. Dans la scène 3 de l'acte 3, lorsque des formes étranges, contrôlées par Ariel, apparaissent pour offrir un banquet au roi Alonso, le visuel est privilégié. Alonso et ses compagnons doutent de la réalité de ce qu'ils ont vu, et Alonso conclut « Je ne saurais trop m'émerveiller de ces formes, de ces gestes, de ces sons qui expriment bien qu'il leur manque l'usage de la parole, une sorte d'excellent discours muet. »
Shakespeare semble à la recherche d'une forme alternative de perception de la réalité. De même, au début du Masque qu'il a orchestré pour célébrer la fertilité des épousailles de Miranda et Ferdinand, grâce au concours de Junon, Iris et Cérès, Prospero s'exclame « Plus de langue, rien que les yeux, silence ». Cette remise en cause de la nature de notre perception, caractérisant toute l'œuvre, nous invite également à questionner, c'est mon point de vue, notre vision de l'altérité, et ce, en fonction de l'époque et du contexte géographique où nous découvrons l'œuvre. Comme je l'ai montré, j'espère l'avoir montré, La Tempête offre donc une vision multiple de l'altérité, et je n'aurai malheureusement pas le temps de traiter d'Othello et du Marchand de Venise, mais peut-être lors d'une prochaine conférence. Je conclurai par quelques illustrations tirées de représentations théâtrales qui m'ont marqué dans les 10 dernières années. Comme Prospero, donc, je terminerai en privilégiant le visuel, l'excellent discours muet, en illustrant mes quelques commentaires par une présentation PowerPoint. Et je décrirai brièvement le contexte de ces représentations. Les 2 premières représentations dont je vais vous parler sont des représentations qui ont été mises en scène dans des théâtres du XXe siècle, avec une scène à l'italienne. Vous reconnaissez ici Patrick Stewart, qui a interprété le rôle, remarquablement d'ailleurs, à Londres en 2007. C'était Royal Shakespeare Company, et le metteur en scène est Rupert Gould. Vous voyez, cette tempête a été replacée dans un contexte post-colonial ou colonial. Il s'agit donc vraiment d'une relecture de la tempête. Et cette tempête se passait dans le Grand Nord américain. Pas la Virginie, mais vraiment le Grand Nord du Canada. Et c'est ce qui explique la façon dont était emmitouflé Prospero. Nous voyons ici Caliban, qui, manifestement, dans cette version, avait une forme tout à fait humaine. Caliban, encore une fois, et Trinculo et les Stefano, qui vraiment étaient présentés comme des clowns dans cette version, modernisée, bien entendu. La scène la plus hésitante était l'apparition d'Ariel, lorsque Ariel présente un banquet au roi et qu'il se déguise en harpie. Ce n'était pas présenté d'une façon conventionnelle dans cette version. Ariel émerge du corps éventré d'une baleine. Nous sommes dans le Grand Nord. Et donc là, c'est un peu, on peut y voir un certain écho aux préoccupations écologistes auxquelles j'ai fait allusion dans la pièce. C'est comme si, dans cette pièce, Prospero surexploitait ou détruisait la nature de ce Grand Nord. Simplement pour vous montrer la dignité de Patrick Stewart dans Prospero. Alors, une autre interprétation, également par la Royal Shakespeare Company, qui a été réalisée en collaboration avec une troupe sud-africaine, Baxter Theatre Center, mais j'ai vu cette version à Londres en 2009, et Prospero était l'acteur sud-africain Anthony Sher, et Caliban, un autre acteur sud-africain, John Carney. Ariel était le fils de John Carney, donc vraiment représenté comme un noir. C'est vraiment une représentation assez saisissante. Alors, ce qui est important, c'est que dans cette version que j'avais trouvée très impressionnante, usage était fait des marionnettes africaines dans le cadre du Masque que Prospero met en scène. Voici d'ailleurs le contraste entre Prospero et Caliban. Il s'agissait ici d'un Caliban noir, vraiment pour faire ressortir le contexte sud-africain, l'apartheid, bien entendu. Voici d'ailleurs Caliban. La photo n'est pas de bonne qualité, mais c'est la seule que j'ai pu trouver. C'est très intéressant parce qu'il dansait, mais un type de danse qui était une danse de révolte durant la période de l'apartheid, la danse Toi-Toi. Et autre scène visuellement, pour moi, très saisissante, Ariel est en proie à Sycorax. C'est comme ça que c'était représenté. Une dernière scène qui est importante parce qu'elle a eu
elle a été fort appréciée en Afrique du Sud, c'est le moment où Prospero libère Ariel et il utilise un rituel africain, évidemment. Alors, je resterai sur ceci. Ce qui est très intéressant, c'est que cette version de la tempête a été très controversée. Elle a été beaucoup de succès en Angleterre et en Europe. Mais je fais de la recherche sur le théâtre sud-africain. Lorsque j'ai eu le malheur de parler de cette version de la tempête à mes collègues sud-africains, ça a provoqué une grande irritation. Elle a été absolument rejetée lorsqu'elle a été jouée à Cape Town, parce que, soi-disant, elle projetait une vision de l'Afrique comme irrationnelle, donc vraiment trop colonialiste. Et d'autre part, on avait reproché en Afrique du Sud à cette version d'être en décalage en 2009 avec la situation politique de l'Afrique du Sud de l'époque, puisque l'apartheid était bien entendu terminé depuis déjà un certain temps. Et donc la pièce n'avait pas de pertinence. Donc très mal reçue en Afrique du Sud. Alors, je terminerai par c'est au cas où vous ne connaîtriez pas le théâtre du Globe, la reconstitution à Londres du théâtre élisabétain. Donc, deux autres versions de la tempête dans le théâtre élisabétain. Ça, c'est le Globe, la version plein air de 2013, une version qui existe en DVD, et je vous la conseille. Je pense que c'est la meilleure version disponible en DVD. Il n'y a pas beaucoup de versions disponibles en DVD de La Tempête. Elle est extrêmement bonne et extrêmement comique. Le côté intimiste ressort très fort, beaucoup moins romantisé que les autres interprétations, et l'accent est vraiment mis sur le comique. Vous voyez, la scène de la tempête était représentée comme ceci, un petit bateau que l'on promène sur scène. Caliban qui prête déjà à rire, de la façon dont son regard est articulé. Voici Ariel, qui fait songer à un oiseau dans ce cas-ci, et Prospero. Alors, cette année-ci, le Théâtre du Globe a représenté pour la première fois, puisque vous savez qu'il y a un autre petit théâtre à côté du Globe maintenant, depuis quelques années, le théâtre à la jacobéenne, c'est-à-dire un petit théâtre intérieur. Et voici d'ailleurs à quoi il ressemble. Il faut vraiment s'y prendre très tôt pour avoir une place, parce que le nombre de places est très limité, une cinquantaine. Et il jouait pour la première fois la tempête dans ce type d'intérieur. Et je suis parvenu à trouver une place, j'ai fait un aller-retour pour aller voir cette tempête, et c'était vraiment magnifique. J'espère qu'ils vont, c'était au mois de février, j'espère qu'ils vont la rendre disponible en DVD, parce que là, franchement, c'était la meilleure tempête que j'ai jamais vue. Le grand sens du comique, vraiment un sens de proximité. Les acteurs et les participants sont vraiment les uns avec les autres. La mise en scène était sans défaut. Et voici le Prospero dans cette version. Le Caliban, ça c'était un choix dû à la politique du Théâtre du Globe, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention à la couleur. C'est colorblind casting. Et dans cette version, ils avaient choisi un Caliban noir, mais le côté postcolonial ou colonialiste n'était pas mis particulièrement en évidence. D'ailleurs, voilà un autre exemple de l'aspect qu'il voulait privilégier, c'est-à-dire l'absence d'intérêt pour la couleur de peau. Gonzalo lui-même, qui est un Italien, est noir de peau dans cette version. La scène du masque était très comique. C'est une scène qui peut parfois passer difficilement, mais c'est très bien intégré au reste de la pièce. Et voilà, j'ai terminé avec ces quelques observations. Merci beaucoup pour votre attention.